Ok, donc bonjour à tous. Je me présente, Cédric Girard. Je m'occupe de toute la partie avant-vente cloud d'entreprise Office 35 chez Siom. Je suis assisté aujourd'hui d'Anne-Claire Hamon, ma collègue, qui elle-même est certifiée sur toute la partie Nutanix et sur toutes les gammes de produits au niveau de la vente. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu comment relever en fait les défis d'aujourd'hui, tant sur la partie hyperconvergence qu'au-delà. Donc, on va voir aujourd'hui comment on arrive à gérer et mettre à jour en fait toute son infrastructure en un clic. Alors, un petit mot sur Siom avant de commencer. Donc, pour rappel, Siom aujourd'hui, on est spécialisé sur des technologies Nutanix depuis maintenant plus de 7 ans, depuis qu'ils sont arrivés en France en 2013. Donc, on connaît tout le portfolio et donc on revend, on installe, on intègre, on configure toutes les briques technologiques de chez Nutanix directement chez nos clients. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Ok, est-ce que tout le monde voit mon écran? Si vous pouvez juste me confirmer ça dans le chat. Alors, ici. Merci William. Ok. Donc un petit rappel d'abord sur la partie Nutanix, histoire de replacer un petit peu le contexte. Donc Nutanix aujourd'hui, c'est plus de 16 600 clients dans le monde. Société fondée en 2009, premier produit commercialisé en 2011 et arrivé en France en 2013. Un petit peu plus de 6 000 employés aujourd'hui, dont, si j'ai le bon chiffre à jour, dont 1 500 développeurs. Alors, chiffre important, tout simplement pourquoi? Parce que Nutanix aujourd'hui, c'est un produit qui est 100% logiciel. Ça, je vais le répéter à plusieurs reprises pendant la présentation. Donc, présent sur tous les continents et donc une arrivée en France en 2013. Où se positionne Nutanix aujourd'hui par rapport à toute la confrérie liée à la partie hyperconvergence qui permettent notamment de pouvoir réaliser les prouesses de mise à jour en un clic. Donc forcément, Nutanix garde sa place de leader sur ce marché-là. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on garde un pied en fait dans tout ce qui est innovation continue en synthèse. Également parce qu'on propose différents types d'hyperviseurs au travers de la même techno. Donc, que ce soit du VMware, de l'Hyper-V, de Xen Server ou du Nutanix AHV, qui a le vent en poupe à aujourd'hui, qui est basé sur du KVM, sont des vraies alternatives aux grands acteurs historiques de la virtualisation. Donc, si on fait un petit peu l'origine du pourquoi, du comment, on arrive aujourd'hui à avoir des besoins de mise à jour en un clic. Alors, on va juste revenir un peu sur les origines de la virtualisation en quelques slides. Au tout début des années 2000, voire même avant, on avait un serveur physique pour un OS. Puis après est arrivée la virtualisation qui nous a permis d'avoir un serveur physique pour plusieurs OS. Cette prouesse technologique nous a fait amener à vouloir en fait standardiser et consolider en fait un maximum de VM sur des architectures. Donc là où VMware est arrivé, il faut quand même le reconnaître, faciliter la vie d'un point de vue gestion et innovation. Pour autant, après, derrière, d'autres sociétés ont emboîté le pas à VMware, donc Microsoft avec Hyper-V. Est venue également une solution open source basée sur du KVM, sur du Linux. Également, Citrix y a apporté sa contribution avec du Xen Server. Pour autant, on a réussi à standardiser, consolider. On a eu des nouveaux enjeux, notamment en termes de stockage, parce qu'il nous fallait pouvoir répliquer ces données pour avoir un plan de reprise d'activité avec des RTO relativement courts. Donc, sont venus se greffer après des nouveaux acteurs sur du cloud public, où on a vu de l'Amazon, du Google Cloud Platform, du Microsoft Azure qui sont arrivés pour nous apporter ce fameux cloud public
qui apporte encore une nouvelle dimension à la partie IT d'aujourd'hui. Pour autant, après, derrière, on a continué d'innover et on a apporté de l'hyperconvergence. Donc, l'hyperconvergence nous a permis d'apporter en fait du cloud privé qui permet tout simplement, au travers de différentes solutions dont Nutanix a été pionnière à l'époque, permet en fait d'avoir la même approche que du cloud public, mais directement au sein de son entreprise. Donc, on n'arrive plus dans un mode où on va en fait consommer son IT. Et donc, pour ce faire, Nutanix est arrivé là-dessus et propose, en plus des systèmes de virtualisation que vous connaissez, donc la partie Nutanix AHV dont on a fait la présentation semaine dernière. Bon, l'idée, ce n'est pas de redépeindre un petit peu ce qui se fait, mais juste de décorréler l'approche pour en décorréler les enjeux. L'approche câble d'entreprise, chez vous, comment ça se passe? Typiquement, si on prend aujourd'hui du Google Cloud Platform, de l'Amazon, de l'Azure, on va, d'un point de vue infrastructure, avoir uniquement accès à un portail end-user, utilisateur final. Vous ne savez strictement pas ce qu'il se passe derrière en termes d'infrastructure, en termes de virtualisation. Vous avez juste accès à un portail qui va vous permettre de provisionner vos VM dans lequel vous allez mettre vos applications métiers. Nutanix vous permet de faire exactement la même chose, mais directement chez vous. Alors chez vous, ça peut être en data center ou sur site, ou sur vos sites distants, peu importe. Mais l'idée, c'est d'avoir exactement la même philosophie. Donc, très rapidement là-dessus, Nutanix aujourd'hui vous permet de choisir votre plateforme matérielle, donc que ce soit Dell, Cisco, HP, Lenovo et ainsi de suite. Nutanix met également ses propres appliances matérielles à disposition basées sur de Supermicro. Encore une fois, ils ne réinventent pas la roue. Donc, vous avez la liberté de choisir donc, votre plateforme matérielle, mais également votre système de virtualisation. Bien évidemment, il y a du VMware, il y a également de l'Hyper-V pour ceux qui travaillent avec, du Xen-Server, pourquoi pas. Et donc, Nutanix met à disposition, depuis plusieurs années maintenant, son propre hyperviseur. Encore une fois, il ne réinvente pas la roue. C'est basé sur du KVM et ça s'appelle Nutanix AHV. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 2019 chez Siom, tous les nouveaux clients que l'on a signés, c'était directement des migrations de VMware vers AHV. Et on a également beaucoup de projets de migration de nos clients existants qui ont travaillé avec nous déjà depuis plusieurs années, qui étaient initialement sous VMware et qui maintenant souhaitent partir sur AHV. Tout simplement pourquoi? Parce que c'était souvent conditionné à l'outil de sauvegarde. L'outil de sauvegarde maintenant, donc c'est l'écueil que l'on a fait donc semaine dernière et que l'on fera dans un prochain webinaire sur la partie restauration de vos VM en un clic. Donc, je laisse Anne-Claire vous mettre le lien dans la partie conversation. Mais l'idée, tout simplement, c'est de considérer qu'aujourd'hui, vous pouvez sauvegarder de l'AHV avec vos outils de sauvegarde. Le plus répandu étant Vim, ça fait maintenant plus de 2 ans que Vim sauvegarde de l'AHV en plus de VMware et Hyper-V. Vous choisissez votre plateforme matérielle, vous choisissez votre système de virtualisation, et tout ça, vous pouvez le gérer au travers d'une seule et même console, qui s'appelle Prism, qui va vous permettre de gérer à la fois votre partie matérielle, votre partie virtualisation, votre partie stockage, réseau de stockage, et vos VM. Et, parce que ce n'est pas tout, on est également capable, au travers de cette même VM, de gérer vos environnements du cloud public. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu la petite rhétorique sur pourquoi aujourd'hui on a besoin en fait de simplification sur toute cette partie infrastructure IT, on va parler un petit peu de ce qui pose problème, ce qu'on appelle les pain points, à savoir que aujourd'hui nos chères équipes IT peuvent se retrouver frustrées par des tâches qui sont répétitives, qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée. Qu'est-ce que j'entends par là? Aujourd'hui, on est habitué à quoi? On est habitué à nos smartphones, on est habitué à nos tablettes qui ont intégré nos vies déjà depuis plusieurs années, notamment grâce à l'arrivée d'Apple. L'idée, c'est que maintenant, on est habitué à l'instantanéité, on est habitué à la performance, on est arrivé à l'ergonomie, où tout ça est travaillé pour maximiser l'expérience utilisateur. Pour autant, et on a l'habitude de travailler avec ces outils-là, si on regarde un petit peu notre infrastructure, on va dire que c'est quasiment tout l'inverse.
Aujourd'hui, lorsqu'on a besoin de mettre à jour son infrastructure, sur des infrastructures traditionnelles, on ne le fait pas de la même manière qu'on met à jour une application sur un iPhone. Lorsqu'on déballe un iPad, qu'on le met à côté de son iPhone, paf, tout se transfère, etc., les codes Wi-Fi, tout se fait de manière automatique. On arrive à faire ça de manière automatique juste par preuve de bon sens et de travail. Pourquoi ? Parce qu'on maîtrise en fait l'entièreté de la chaîne de commandement. Derrière, quand on cause infrastructure IT, qu'est-ce qu'on entend d'un point de vue frustration si on prend un petit peu les témoignages de nos équipes? C'est on a des lenteurs. Hein. Quand on démarre aujourd'hui un hyperviseur, au bout de 10 secondes, il ne va pas être opérationnel. On va attendre les démarrages de BIOS, les vérifications des contrôleurs de stockage, etc., etc. On va avoir une multitude d'interfaces. Aujourd'hui, les infrastructures IT ne sont pas uniquement opérées par les hyperviseurs. On va avoir un réseau de stockage, on va avoir un stockage. Qui plus est, on peut avoir des constructeurs qui sont différents. Donc, on va avoir une multitude d'interfaces qui vont nous permettre en fait, de gérer l'entièreté de notre infrastructure. De la même manière, lorsque vous allez vouloir mettre à jour un composant parmi toute cette chaîne de commandement, va falloir vérifier toute la compatibilité, notamment sur la partie stockage. Si vous allez mettre un contrôleur de votre bête de stockage à jour, il va falloir vous assurer que derrière votre système de virtualisation de stockage soit bien compatible dans sa version installée. Si les drivers des cartes dédiées au stockage sont également certifiés avec le firmware et toute la chaîne de commandement pour accéder à la donnée, ainsi de suite. La crainte TNT. Alors, la crainte TNT, c'est quoi ? C'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui lorsque vous faites une opération de maintenance. Généralement, vous le faites le soir ou le week-end pour être sûr que derrière, ça ne va pas impacter de quelconque manière l'infrastructure et donc l'usage de vos utilisateurs et donc aujourd'hui la productivité de l'entreprise. L'idée, c'est tout simplement, lorsqu'on met quelque chose à jour, on espère juste qu'il ne va pas y avoir un effet boomerang ou un effet boule de neige qu'on va voir soit tout de suite, soit voir le lendemain parce que on va avoir des goulots d'étranglement suite à cette mise à jour. Le fameux travail en offline, donc le soir ou le week-end. Toute cette partie-là, tous les pain points aujourd'hui qu'on a inventoriés en fait, dans les équipes IT, on arrive à les faire disparaître avec un petit peu de bon sens et au travers de la solution que je vais vous présenter qui s'appelle Nutanix Prism. Donc, si on revient un petit peu à ce que vous pouvez avoir chez vous, on peut y retrouver quoi ? On peut y retrouver différents clusters Nutanix. Donc, voilà, un bloc Nutanix, plusieurs blocs Nutanix, des nœuds robots, Remote Office ou Branch Office, donc un nœud Nutanix sur un site distant pour héberger quelques VM, un siège central avec beaucoup plus de nœuds puisque vous avez plusieurs dizaines, voire centaines de VM. Et donc, potentiellement, derrière, il vous faut gérer tout ça. Donc, ça peut être des constructeurs différents, ça peut être du Lenovo, de l'HP, du Dell. Pour autant, vous devez tout mettre à jour. Et ça, c'est aujourd'hui des exercices qui ne se font pas forcément. Pourquoi ? Parce que, on a les fameuses craintes dont on a parlé la dernière fois, de savoir que les mises à jour de grande ampleur, sur un cycle de vie d'infrastructure qui est de 3 ou 5 ans, on fait peut-être 1, 2 fois grand max, mais on évite de toucher ce qui marche. L'idée pour autant, c'est on a des enjeux sécuritaires qui sont de plus en plus forts et ces enjeux sécuritaires nécessiteraient qu'on ait un cycle de mise à jour beaucoup plus fréquent. Donc derrière, pour ce faire, comment ça se passe ? Vous avez sur chacun de vos clusters Nutanix une interface de gestion qui vous permet de gérer l'entièreté de votre infrastructure sur site. Donc une console qui s'appelle Prism, qui vous permet sur chacun de ces clusters de pouvoir gérer et provisionner de l'AVM, gérer le stockage, gérer les mises à jour du cluster en question. Et vous pouvez avoir une console qui s'appelle Prism Central, qui va vous permettre quoi ? De relier et d'agréger en fait toutes les informations qui sont reliées sur les consoles de chacune de ces clusters. Chacun de ces clusters, pardon. Okay. Cette console Prism Central donc, va venir agréger, va venir devenir, si vous le souhaitez, votre portail d'entrée unique. Et une fois que vous êtes authentifié sur cette console, donc, moyennant un petit lien vers votre Active Directory préféré, vous pouvez après vous rediriger sur chacune des consoles en SSO. Donc,
sans avoir à se réauthentifier, pour descendre d'une manière granulaire avec cette fameuse philosophie one-click, pour avoir un détail beaucoup plus précis de ce que vous souhaitez gérer comme action. L'idée, encore une fois, c'est que Prism Central vous permet, donc, à distance et de manière centralisée, de mettre à jour les technos Nutanix sur chacun des clusters, parce que Nutanix met des nouvelles versions à disposition tous les 3 mois à peu près. Vous permet également de mettre à jour les hyperviseurs, alors que ce soit VMware, que ce soit Hyper-V, Xen Server ou Nutanix AHV, on est capable en fait de déployer et de mettre à jour n'importe quel cluster à distance, quel que soit son système de virtualisation. Tout ça, ça se fait en un clic. D'accord ? Vous n'avez pas à missionner votre partenaire préféré pour mettre à jour les derniers patchs du système de virtualisation que vous avez installé chez vous. Vous pouvez le faire vous-même. Tout ce qui est driver, carte réseau, driver de carte de stockage, les tools sur vos VM, vous êtes capable aujourd'hui de les piloter, de les mettre à jour massivement au travers de Prism Central. Ça, vous me direz, bon, ok, ça peut se faire, pourquoi pas, de manière automatique, tant mieux. C'est vrai que ça nous soulagerait, même si à aujourd'hui, on ne le fait pas. On est capable également de faire la même chose avec toute la partie BIOS, la partie firmware, les cartes de management, encore une fois, de manière centralisée. L'idée, encore une fois, c'est juste du bon sens. Nutanix s'occupant de toute la chaîne de commandement. Donc, on est capable d'avoir sur le matériel indiqué les BIOS qui sont certifiés, les firmware qui sont recommandés ou qui sont correctifs de problèmes potentiels majeurs qui ont été détectés a posteriori de l'installation. Donc, l'idée, encore une fois, c'est que Nutanix vient agréger, au travers de toute cette base de connaissances, tous les best practices de votre infrastructure. Et ce, au travers d'une seule et même console. D'accord ? Donc, Prism Central, c'est une console qui est capable de gérer plusieurs clusters chez vous. Donc, encore une fois, dans son écran d'accueil, on va y retrouver quoi ? Et ça, vous le verrez dans la démo. Une vue globale sur tous les clusters qui sont connectés à cette même console, pour lequel vous aurez une vue globale. D'accord ? Donc, un lien sur la partie Quick Access. Donc, vous avez juste à cliquer sur le cluster en question pour vous retrouver connecté sur la console propre à ce cluster-là. Une vue globale de toutes vos VM gérant l'intégralité de la somme de vos clusters. La partie Runaway avec la partie Capacity Planning dont on parlera tout à l'heure. La partie métrique sur tout ce qui est CPU, mémoire et stockage, sur lequel on est capable de relever différents compteurs, toujours en mettant en avant les plus importants. Encore une fois, Nutanix sait ce quoi il gère de la machine virtuelle. Donc, on mettra toujours en avant les éléments d'information qui ont besoin d'être portés à votre connaissance. Typiquement, si vous avez une latence de cluster pour X ou Y raison qui dépasse un certain seuil, paf, on va vous le mettre en avant, et ainsi de suite. Donc, on est capable de le faire pour du multi-cluster, mais on est capable également de vous présenter un cluster en question pour être beaucoup plus précis sur votre besoin. On y reviendra tout à l'heure. Je vous disais tout à l'heure qu'au travers de Prism Central, on est capable de gérer différents systèmes de mise à jour. On est capable de prendre un cluster à aujourd'hui et de mettre l'entièreté de la partie matérielle à jour en un clic. Encore une fois, sur cette capture écran-là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le BIOS des nœuds qui composent le cluster pour lequel on a besoin de passer à la nouvelle version. Pareillement pour la partie BMC, donc la carte de management. Pareillement sur certains disques pour lesquels on a besoin de mettre à jour des nouveaux firmware et sur la carte SATA DOM embarquée également. Il suffit encore une fois de cliquer sur tout ce que l'on souhaite et de faire la mise à jour qui va bien et tout va se lancer et s'ordonner, s'orchestrer dans l'ordre. D'accord ? Vous avez juste à cliquer sur les éléments que vous souhaitez mettre à jour. Vous pouvez tous les sélectionner. Vous cliquez une fois sélectionné sur Update et c'est Nutanix qui va faire tout le reste. Alors encore une fois, il n'y a pas de magie, c'est juste du bon sens. On va commencer par le premier hyperviseur, on va le mettre en mode maintenance, on va passer toutes les mises à jour nécessaires à cet hyperviseur. Une fois que c'est terminé, on quitte le mode maintenance. Le fait de quitter le mode maintenance, on va venir reprovisionner les VM qui étaient initialement posés dessus. On va passer au deuxième et ainsi de suite.
L'idée, encore une fois, c'est que vous avez juste à sélectionner ce que vous souhaitez mettre à jour et c'est Nutanix qui s'occupe du reste. Donc, on est capable de le faire sur la partie matérielle, on est également capable de le faire sur la partie logicielle. Toute la partie Nutanix ainsi que tous ses composants sont upgradables à chaud. Encore une fois, c'est la même philosophie que sur les smartphones. On download, on upgrade et ça se fait tout seul. OK ? Sans interruption de service, bien évidemment. Prism Central vous permet, en plus, au travers d'un composant qui s'appelle Prism Pro, d'apporter de la plus-value en termes de conseils. Encore une fois, on sait ce qu'on gère de la VM, et donc on est capable, au travers de process de machine learning, d'étudier un petit peu ce qui se passe en fait sur les VM et de savoir si elles sont contraintes sur différentes catégories, que ce soit CPU, RAM ou stockage, mais également si elles sont surprovisionnées. L'idée, encore une fois, c'est de mettre un maximum de VM sur un minimum de matériel. Donc, on est capable donc de détecter et de mettre en avant ce type d'informations-là. Mais si on est capable de faire ça, on est capable de le faire également au niveau du cluster. Et au travers d'un composant, donc toujours Prism Pro, on a une section qui s'appelle Capacity Planning, qui nous permet en fait de faire le point, un petit peu la météo, sur l'évolution de son IT propre au sein de son SI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, on est today. On sait que sur le plan de la mémoire, on a un rythme de progression qui est celui-ci. Et donc, à partir d'aujourd'hui, on est capable de dessiner une courbe d'évolution qui moyennise ce qui s'est passé par le passé. Encore une fois, Nutanix gère l'entièreté de la chaîne de commandement, donc on connaît sa capacité mémoire maximale en termes d'exécution de VM. Ce qui fait qu'on est capable de dire, voilà, aujourd'hui, on est ici, notre seuil maximum, il est là, donc on sait que dans 108 jours, je dépasserai le seuil critique au niveau de ma redondance. Pareillement sur ma capacité de CPU, pareillement sur ma capacité de stockage. D'accord ? Encore une fois, c'est juste du bon sens, mais une fois qu'on gère l'entièreté en fait, de l'infrastructure, on est capable d'apporter de la plus-value en termes de recommandations. Alors, si on est capable de faire du capacity planning et donc du préventif et donc de la météo d'évolution, on est capable également de faire de la recommandation. À savoir que aujourd'hui, vous êtes ici, vous savez à peu près ce que vous consommez en termes de CPU, RAM et stockage. Donc, on est également capable de faire des recommandations sur des nouveaux projets. Typiquement, si vous savez que demain, vous avez une nouvelle application qui va arriver, vous êtes capable de venir, de dire dans ce fameux scénario, voilà, je sais que demain, mon nouvel ERP que je vais mettre en parallèle de mon existant va me prendre 12 vCPU, va me prendre 60 Go de RAM et 2 Tera de stockage. Je suis capable ici de venir ajuster mon workload existant et de voir si cette nouvelle charge de travail sera ingurgitable dans mon infrastructure déjà présente ou s'il faut que je rajoute des nœuds supplémentaires, si oui, lesquels. D'accord ? Vous pouvez déjà le faire en amont. Alors, ça n'empêche pas le travail de SIOM de vous accompagner dans l'évolution de votre SI. Aujourd'hui, vous avez une certaine autonomie en termes de projection. C'est utile notamment pour tout ce qui est budgétaire. Aujourd'hui, on a pas mal d'administrateurs système et réseau ou de DSI qui se servent en fait de ces graphiques-là pour montrer à leur direction financière le besoin d'investir sur du matériel nouveau pour l'année qui suit. Okay. On est également capable de faire des rapports personnalisés. Si vous souhaitez avoir tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois, des listes, par exemple, de vos VM qui sont surprovisionnées, on est capable d'automatiser ces tâches-là et de vous envoyer ça sous forme de rapport PDF par mail, et ainsi de suite. On le verra tout à l'heure dans la démo. On est capable de faire donc des rapports personnalisés, mais on est également capable de faire du préventif, voire curatif. Qu'est-ce que j'entends par là ? Vous avez votre SI pour lequel vous avez certaines applications spécifiques. Et vous savez que dans ces applications spécifiques, de temps en temps, vous avez des pics d'activité qui nécessiteraient de modifier votre infrastructure. L'idée, encore une fois, Nutanix met à disposition un composant qui s'appelle Xplay, qui vous permet en fait de programmer
des actions d'infrastructure en fonction de certaines alertes. Si typiquement, on dit, ben voilà, votre VM est contrainte d'un point de vue CPU, ben on est capable d'ajouter à chaud des CPU à la VM. D'accord ? Parce que potentiellement, vous avez des pics d'activité qui ne sont pas forcément prévus. On est capable de faire ça de manière programmée en indiquant bien sûr un seuil d'augmentation maximum du nombre de CPU par VM. Bien évidemment, il faut que le guest OS soit compatible, mais on peut faire pareillement ceci pour la partie CPU, la partie RAM, au travers de ces triggers-là, hein, qui sont le même principe que les triggers en base de données. On peut faire appel à des API REST pour envoyer des messages sur Teams, on peut envoyer des messages sur Slack, on peut déclencher des scripts PowerShell, on peut déclencher des snapshots sur une certaine VM, etc., etc. On a une multitude d'actions qui sont possibles aujourd'hui au travers de ces composants-là. L'idée, encore une fois, c'est vous avez une console qui vous permet de gérer en fait l'entièreté de votre SI. Pour autant, derrière, vous vous rendez compte que ça commence à prendre une certaine ampleur et vous souhaitez être rassuré parce que si toutefois il y avait un quelconque problème, vous avez besoin de support, il faut que le support réponde immédiatement. Aujourd'hui, l'avantage de chez Nutanix, c'est que vous avez de facto, et ça on ne peut pas faire moins, un support 24/24, 7/7, 365 jours par an. Le slide sur le support est quand même relativement important parce qu'aujourd'hui, Nutanix excelle dans cette partie support. Si vous regardez le fameux NPS, le Net Promoter Score, hein, qui aujourd'hui vient noter les différents grands acteurs technologiques IT, Nutanix a un score de plus 92. L'idée, encore une fois, c'est de considérer que Nutanix aujourd'hui a 3 shifts, hein, principalement. Pour les clients francophones, si vous ouvrez des cases pendant les heures ouvrées, vous tomberez directement sur le support à Amsterdam, pour lequel il y a un petit peu plus d'une dizaine d'ingénieurs support francophones. Lorsque vous ouvrez un case chez Nutanix, vous êtes systématiquement rappelé par des ingénieurs support niveau 3 qui ont des compétences par rapport aux problèmes indiqués. Vous ne tombez pas sur une plateforme qui après va vous demander d'être rappelé, etc. C'est directement la bonne personne qui vous rappelle. Bon, le délai moyen aujourd'hui est indiqué aujourd'hui en dessous de 30 minutes. Sur des priorités basses, généralement, vous êtes rappelé au bout de 20 minutes en expérience. Le Net Promoter Score, comment il se note ? Tout simplement, lorsque vous avez une enquête de satisfaction post-fermeture d'un case, vous attribuez des notes. Lorsque vous mettez des notes de 0 à 6, vous attribuez un score de moins 100, de 7 à 8, un score de 0, et de 9 à 10, un score de plus 100. Aujourd'hui, Nutanix est noté à plus 92 en moyenne. Pour vous dire aujourd'hui l'excellente qualité de support de Nutanix. Bon, au-delà de cette partie-là, et je termine avec un slide plus générique avant de passer à la démo. Sachez qu'aujourd'hui, Nutanix gère forcément de la machine virtuelle, gère également au travers d'un composant qui s'appelle Nutanix Carbon. On fera un petit webinaire un petit peu plus loin. Toute la partie gestion des conteneurs et installation automatisée d'un cluster Kubernetes sans avoir les connaissances. On fait également tout ce qui est serveur de fichiers et stockage objets. Serveur de fichiers avec des nouveaux enjeux, hein, typiquement suivi des modifications de fichiers, traçabilité pour tout ce qui est contexte RGPD. Ce même serveur de fichiers est capable de faire de la détection de début de cryptolocage. On est également capable de vous provisionner en fait un environnement de stockage stocké sur Nutanix, mais mis à disposition de serveurs en dehors de Nutanix, typiquement pour tout ce qui est serveur Oracle pour économiser au niveau de la licence. On est capable de faire de la micro-segmentation avec Flow, alors sur un base d'hyperviseur AAG. On est capable d'avoir du firewalling orienté application, c'est-à-dire que sans adresse IP, sans port, vous êtes capable de faire du firewalling entre vos VM, sans rentrer le moindre adresse IP, sans rentrer le moindre port. Donc ça se verra au travers d'un webinaire prochainement. Pareillement pour la partie reprise d'activité, donc on est capable de faire de la réplication synchrone ou asynchrone, quel que soit l'hyperviseur. Mais le plus important, c'est de pouvoir l'orchestrer, l'automatiser. Aujourd'hui, lorsque vous faites de la réplication asynchrone ou synchrone, vous avez déjà le composant pour tester cette partie-là. Donc aujourd'hui, ce composant s'appelle LEAP.
Ça fera partie également d'un webinaire un petit peu plus loin. L'idée, c'est que vous pouvez en fait tester votre PRA pendant la production. D'accord ? Une fois que le test est terminé, vous faites delete et tout s'efface proprement sans rien avoir à faire. Nutanix met également à disposition, et encore une fois, tous ces composants-là vous seront présentés au travers de différents webinaires. Donc, de l'automatisation, de l'orchestration au travers d'un espèce de marketplace d'entreprise qui vous est propre, pour lequel vous allez pouvoir provisionner des applications ou un environnement d'applications composé de plusieurs VM, dans lequel vous allez pouvoir séquencer et orchestrer la création de VM, l'installation automatisée avec du sysprep ou du Cloud Init, en fonction si c'est du Windows Server ou du Linux, y installer après directement un SQL, les RDS qui vont avec, pour distribuer les applications, et vous êtes capable d'orchestrer tout ça en un clic et de le mettre à disposition au travers d'utilisateurs, par exemple des équipes de dev, des équipes de test, ou pour toute personne ayant besoin de tâches récurrentes qui pourraient vous solliciter pour effectuer ce genre de choses. Le webinaire de jeudi après-midi sera dédié à Nutanix Era, donc pour tout ce qui est base de données as a service, à savoir comment je provisionne un serveur Oracle, SQL Server, MySQL ou un cluster avec chacune de ces technologies. Donc, il y a plein d'autres moteurs de base de données qui sont gérés, mais l'idée, encore une fois, c'est comment j'arrive à installer tout ça sans être DBA, sans connaître tous les best practices, en quelques renseignements d'informations, donc le nom du serveur, le nom de l'instance, l'adresse IP qui va bien. Je clique sur Next et après, c'est Nutanix qui s'occupe de provisionner tout ça. Ce même composant qui vous sera présenté jeudi après-midi vous permet également de pouvoir cloner un environnement à l'identique et donc de faire du provisionnement de base de données, par exemple avec une fraîcheur à J-1, le tout en un clic sans en avoir les compétences. Donc ça, c'est Charlie chez nous qui vous fera la presse jeudi après-midi. On vous fera une petite presse également sur toute la partie VDI. On est capable aujourd'hui de vous provisionner des environnements type bureau virtuel ou applications publiées sans agent, directement au travers d'un portail web accessible dans votre entreprise, sans forcément avoir à monter un client VPN. OK ? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la partie démo ? N'hésitez pas, vous avez le question-réponse ou la partie conversation pour vos éventuelles questions. Il n'y a pas de questions pour le moment. Pas de questions pour le moment. OK. Donc, je vous propose de passer directement à la partie démo. Alors, je vais vous montrer une petite console Nutanix Prism Central, donc basée sur notre lab chez nous qui nous sert pour toutes nos démos, donc basée sur de la Community Edition. Donc, tout comme VMware le met à disposition à travers son ESXi, Nutanix vous propose la Community Edition pour tester en fait toutes les technos Nutanix gratuitement. Donc, je me connecte dessus. Hop. Donc, toutes les consoles Nutanix, et c'est important de le préciser, sont full HTML5. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de clients lourds, vous n'avez pas besoin de modules Java, que ce soit avec un smartphone, une tablette ou un PC, vous pouvez accéder de n'importe où aux consoles Nutanix. Donc là, on est sur la console Prism Central, qui, comme je vous le montrais tout à l'heure, récapitule un certain nombre d'informations sur l'entièreté en fait, de votre infrastructure multisite. Donc, pour lequel ici, on a plusieurs clusters. Donc, on a une vue ici sur la partie stockage avec le taux de réduction qui comprend la compression et la dédupe qu'on a sur chacun des sites. Pareillement sur la partie latence, la partie IOPS, pour lequel on a une vue très synthétique. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous montre systématiquement et en premier les éléments d'information qui sont les plus importants à porter à votre connaissance. Donc, toujours d'un point de vue Prism Central, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Donc, la gestion entière de l'entièreté de vos clusters. Je vous parlais tout à l'heure de capacity planning.
Donc ça, c'est quelque chose qui peut être relativement important. Pourquoi? Parce qu'en termes de projection, on a besoin de savoir où on va. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué à savoir. Est-ce qu'on va être obligé de rajouter un tiroir dans sa baie? Si je le fais sur la baie de telle salle, il faut que je la fasse sur la baie dans l'autre parce que j'ai de la réplication, etc. etc. L'idée, c'est pourquoi pas juste de cliquer sur le cluster en question et de voir au travers des différentes métriques dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir la partie stockage, où là on voit que notre pourcentage de progression est relativement faible, on voit qu'on n'aura pas besoin d'investir dessus. Par contre, sur la partie CPU, si je continue sur ce rythme-là, il va falloir que derrière, j'agisse pour pouvoir compléter ces besoins en ressources additionnelles. Pareillement sur la partie mémoire. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on voit ici des recommandations sur les VM. Par exemple, ici, je vois qu'on a une VM ERA qui est configurée à 16 Go de RAM. Par contre, en pic d'activité, on ne dépasse pas les 14%. Ce qui ne serait pas judicieux que je descende à 8 Go, voire à 4 Go, pour essayer de maximiser mon espace RAM libre sur mon cluster pour pouvoir mettre davantage de VM, et ainsi de suite. Prism Central vous permet également de faire des rapports automatisés, comme on le voyait tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on en fasse ça ensemble. Moi, dans l'idée, par exemple, je souhaiterais voir la liste de mes VM surprovisionnés, ma liste de mes VM contraintes. Qu'est-ce que je voudrais voir également? Une vue sur tous mes clusters, sur le nombre de nœuds que j'ai dedans, la version d'Acropolis que j'ai, mon nombre de VM, allez, pourquoi pas. Et l'idée, c'est que j'ai juste faire un save and run pour avoir le report en question. J'aimerais aller l'avoir en PDF. Je le voudrais sur le dernier mois. Je fais run et c'est parti. J'aurais peut-être dû lui donner un petit nom. Alors, il est en train de se générer. Voilà. Alors, on est bien le 9 juin, donc c'est celui-ci. L'idée, qu'est-ce que je retrouve dedans encore une fois? Alors, je vais lui donner des mots, clac. Donc, je retrouve bien en fait les éléments que je souhaite porter à l'intérieur du PDF. Et donc, l'idée, je vais jeter un petit coup d'œil au PDF pour l'ouvrir. Et qu'est-ce que je vais retrouver dedans? Tout simplement la liste de mes VM qui sont détectés comme surprovisionnés. Alors après, il suffit de voir sous quelle catégorie. Donc on voit le détail. Est-ce que c'est la partie CPU? Est-ce que c'est la partie RAM? Donc on a toutes les VM en question. Qu'est-ce qu'on avait demandé également? On avait demandé les listes des VM qui étaient contraintes. Pourquoi? Tout simplement ici, voilà, on a des VM qui dépassent le seuil de 90% de la RAM, etc., etc. On a ici le dernier élément que j'avais demandé, à savoir la liste de mes clusters avec le nombre de nœuds à l'intérieur, la version d'Acropolis qui est installée, le type d'hyperviseur, le nombre de VM qui sont éteintes, le nombre de VM total, la partie cluster runaway, et ainsi de suite. Et donc, ce rapport-là, on est capable, derrière, si je reviens ici, je fasse un petit refresh, mais on est capable d'y apporter en fait une planification. Donc, on est capable de dire, voilà, je voudrais l'envoyer tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Et donc, on l'envoie par mail et on le reçoit pour avoir un rapport en fait personnalisé de son infrastructure. Donc ça fait partie des enjeux aujourd'hui qui nous sont demandés de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'assurer la maîtrise en fait de l'évolution de son SI. Qu'est-ce qui est intéressant de voir également? On va essayer de rester dans les coups parce qu'il me reste 3 minutes. On est capable également
là, je suis sur la partie reports. On va revenir sur la partie dashboard. Donc, on voit ici en fait l'entièreté de son SI, pardon, et donc de ses clusters. Il suffit de cliquer ici en fait sur le cluster en question pour se retrouver provisionné sur la console Prism du cluster qui nous intéresse. On charge la console du cluster, qui peut être déléguée en termes d'administration à une équipe IT sur site. Mais l'idée, c'est qu'on se retrouve directement sur les indicateurs qui nous intéressent. Et avec donc, cette fameuse philosophie one-click, on est capable de descendre. Donc là, ici, par exemple, je vois qu'on a des alertes sur la partie host. On va voir ce que c'est. Je descends, je clique dessus. Je vois que sur la partie host, j'ai certains problèmes. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la partie fade. Donc, je vois ici qu'on a eu des CVM qui ont redémarré, que on a un problème sur la partie stat collector sur mon environnement de démo. Encore une fois, c'est philosophie one-click. Je clique et j'affine le niveau de granularité d'information qui m'intéresse. OK. Toujours sur cette même console, c'est ici que vous pourrez voir les VM qui sont exécutés sur cette console-là. De la même manière, et ça vous pouvez le faire également sur Prism Central, on a ici par exemple une VM qui doit s'appeler IQ, quelque part. Cette VM, donc j'accède sur Prism Central, même si je ne suis pas connecté sur le cluster en question, j'accède à toutes ces informations-là. Mais je peux également lancer la console, toujours en HTML5, je n'ai pas encore une fois besoin d'un client lourd, pour me retrouver connecté directement sur la console de la VM. Okay. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il me reste une minute. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on sélectionne une VM, on va essayer de trouver un petit peu une VM qui consomme. Tiens, par exemple, du CPU. Quelle VM je vais trouver? L'idée, tiens, on va prendre cette VM-là. Je clique sur la VM et, encore une fois, philosophie one-click, je me retrouve connecté sur les informations qui m'intéressent, à savoir la performance de la VM. Donc, on va avoir tous les grands critères de performance, à savoir le CPU, la RAM, le disque, le ready time, qui va ici nous permettre sur les 3 dernières heures, donc possibilité d'affiner assez facilement sur une console d'analyse et de pouvoir comparer avec d'autres métriques. Mais on a ici sur les 3 dernières heures et de facto l'information de performance de la dite VM. Si toutefois c'est des problématiques de disque qui nous intéressent, il suffit de cliquer sur la partie VDisc, sélectionner le VDisc en question pour affiner, encore une fois, philosophie one-click, je clique, j'affine. Pareillement sur la partie carte réseau. Il suffit de cliquer sur les informations sur la carte réseau qui nous intéressent pour avoir les métriques qui sont mises en avant. Encore une fois, et je vous encourage à essayer de comparer avec vos solutions actuelles, essayez d'avoir exactement les mêmes choses sur votre système de virtualisation d'aujourd'hui. Nutanix a quand même une vue unique à ce niveau-là. Et si certains clients choisissent Nutanix, c'est uniquement à cause de cette console-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment des gros manques. Nutanix est capable de faire énormément de choses en complément. Et c'est vrai que cette console Prism est très intuitive et très simple d'accès. OK. Je viens de dépasser d'1 minute le temps qui m'était imparti. Alors je vois qu'il y a quelques questions. Alors Stéphane me demande à quand un déploiement des patchs Windows Server sur les VM sans interruption de service. Alors pour le moment, ce n'est pas prévu. Le monde Windows, je ne veux pas dire que c'est un monde à part, mais c'est effectivement un monde qui nécessiterait attention. Alors peut-être que Nutanix s'y portera plus tard. À ce que je sache, pour l'instant, ce n'est pas encore prévu. Deuxième question, peut-on, à travers de Prism, réduire la capacité de stockage d'une VM à laquelle nous lui avons réservé une capacité surestimée? Et ce, avec les ans habituels chez Nutanix. Si oui, pourriez-vous nous montrer comment? Alors, aujourd'hui, donc forcément, on est capable de faire de l'accroissement à chaud. La réduction, je n'ai jamais essayé. Pour autant, et c'est intéressant d'en parler,
pourquoi aujourd'hui il y en aurait besoin? Aujourd'hui, en fait, lorsqu'on travaille avec Nutanix, on peut avoir des data stores, différents data stores. Et typiquement, tiens, là, je vais vous le montrer. Ce qu'on appelle des containers chez Nutanix, c'est l'équivalent des data stores chez VMware. Vous aurez toujours la même capacité logique, quel que soit le data store. Pourquoi? Parce qu'on va venir en fait mutualiser l'espace libre entre tous les data stores, puisque tout ça, c'est stocké sur le même cluster. C'est vrai que c'est une approche qui peut être différente par rapport à ce que vous avez l'habitude de travailler, et ce de manière traditionnelle. Mais encore une fois, l'approche du stockage est complètement différente. Deuxième question qui est portée, il arrive que au moment de l'installation ou la migration de serveurs physiques vers VM, l'espace lui est réservé et surestimé, et c'est par synchronisation avec l'essence dont vous parliez. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Je vois qu'il y en a une qui est posée juste en dessous. Ok, donc je viens de répondre à la deuxième question. Est-ce que vous pourriez juste préciser ce que vous souhaitiez dire sur l'espace qui est réservé ou surestimé, à moins que j'y ai déjà répondu au travers du retour que je vous ai fait. Alors, on va peut-être, je vais libérer le micro, hein, ce sera peut-être plus simple. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez répondre? Oui, non? Abderrahim? Non? Ok, bon, on va lui laisser le temps de répondre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour. Alors, comment se fait le retour arrière sur les différentes mises à jour en cas de problème? Une question de Mehdi. Alors, il n'y a pas forcément de retour arrière. Alors, quand je vous dis ça, je ne suis pas là pour vous faire peur. Aujourd'hui, en fait, lorsqu'il y a des process de mise à niveau, donc d'une version de BIOS à un autre, on a toutes les vérifications de checksum qui sont faites. Généralement, lorsqu'il y a des retours arrière, c'est parce qu'on fait pire que ce qu'on avait avant. Aujourd'hui, lorsque on vous propose en fait des mises à jour au travers de l'interface Prince, c'est qu'elles ont été déjà, elles ont déjà été validées, elles ont déjà été certifiées, elles ont déjà été testées dans tous les sens, et c'est pour ça qu'on vous les met à disposition. Tout ce qui est chemin de migration est déjà prévu en fait dans la proposition des mises à jour. Donc aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune crainte en fait lorsqu'on fait une mise à jour, que ce soit d'un BIOS, d'un BMC ou autre. Et encore une fois, hein, tous les sizings que l'on fait aujourd'hui, on les fait à N+1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sein d'un même cluster, vous pouvez vous permettre de perdre un nœud, que ce soit temporairement ou même de manière un petit peu plus continue, tout en assumant le même niveau de service. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors Cédric, je pense que Abderrahim, du coup, je lui ai ouvert son micro, donc s'il peut préciser sa question. Oui. Ah. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Tout simplement, dans notre cas, quand on avait, disons, acquis la solution Nutanix, oui. On n'a pas fait attention et on a migré en quelque sorte les serveurs physiques avec leur capacité de stockage existante vers les VM Nutanix. D'accord. Il se trouve qu'on a beaucoup d'espace au niveau de la VM Nutanix qui, je considère, inutilisé. Une simple comptabilisation m'a montré, je pourrais être, j'ai tort peut-être, une simple comptabilisation, disons avec calculatrice, de la capacité de stockage m'a montré que apparemment Nutanix, il compte, je dirais, l'espace disque réservé et non pas utilisé pour définir l'espace disque disponible. Ça, c'était la deuxième question. Donc, j'aimerais bien avoir une réponse. Et aussi, si c'est le cas, je me demande comment revenir en arrière pour réduire cette capacité de stockage qui est inutilisée. Merci. Alors, sur cette question-là, c'est vrai que c'est un élément important, notamment lorsqu'on fait nos sizing. Il y a toujours une différence entre la vue de l'OS et la vue au niveau virtualisation. Pourquoi? Je prends l'exemple d'un serveur Windows.
quand vous effacez en fait un fichier, d'un point de vue données, ce n'est pas le bloc de données qui est supprimé, c'est juste en fait le pointeur vers ces blocs de données qui est supprimé. C'est pour ça qu'un fichier de 4 Tera, vous pouvez le supprimer en moins d'une seconde sur du Windows. Pour autant, ça ne veut pas dire que tout l'espace qu'il représentait avant sa suppression était-il libéré par l'OS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça c'est valable, hein, quel que soit le système de virtualisation, lorsqu'on efface en fait des fichiers, si on veut réellement libérer l'espace libre d'un point de vue virtualisation, il faut mettre à jour ces blocs de données à zéro. Donc pour ça, il y a des stratagèmes qui existent. Hein. Sous Windows, ça s'appelle du sdelete. Sur du Linux, il y a des commandes pour mettre à jour, pour faire du zeroing, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, sur du Windows Server, alors je ne sais pas si votre question se posait sur du Windows Server ou sur du Linux. Non, tout simplement, en réalité, c'était sous Windows Server. D'accord. Donc, typiquement, sur Windows Server, hein, pour que le système de virtualisation, que ce soit VMware, AHV, Hyper-V ou autre, considère qu'il y a effectivement de l'espace libre, et ça peut être remonté en fait par les tools qui sont propres au système de virtualisation, il faut pouvoir les libérer. Donc, il y a des commandes qui existent. Si par exemple, vous supprimez un fichier qui fait 4 Tera sur votre VM, il faut ensuite après faire du zeroing, donc faire ce fameux sdelete, pour signaler au travers de l'OS à la couche de virtualisation comme quoi l'espace de stockage est réellement libre. Après, pour la question que vous nous posiez tout à l'heure, à savoir comment vous pouvez réduire cette partie-là, alors je n'ai pas ici vérifier sur tous les systèmes de virtualisation si on pouvait réduire la taille de vDisk. Ça, je mets un petit joker dessus et je me permettrai de le faire vérifier et de vous répondre après ce petit webinaire. Mais vous pouvez, si toutefois ce n'est pas possible, sauvegarder votre VM et la restaurer avec des tailles de vDisk inférieures. Parce que généralement, si ce genre de traitement ne peut pas se faire à chaud, donc il faut le faire à froid. Pour autant, il faut déjà avoir mis ces blocs de données à zéro. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question. D'accord. Merci. Mais c'est possible. Après, même, en fonction. Même pas avec l'aisance d'augmenter peut-être la taille de l'espace et de jouer sur la mémoire en augmentant ou bien en diminuant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour que ça fonctionne, dans tous les cas, il faudra forcément alors, si c'est sur VMware, il faudra les VMware Tools d'installer et les Linux Tools sur la partie HV. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ok. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Je vois qu'on est quand même relativement nombreux aujourd'hui. Et encore une fois, si vous avez d'autres questions, alors sur les modules suivants, vous trouverez sur les réseaux sociaux les liens qui vous permettront de vous inscrire sur les différents webinaires. Et donc, pour rappel, jeudi après-midi prochain, Charlie nous présentera Nutanix Sera. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une excellente journée.